Salut à toutes, salut à tous. On est de retour aujourd'hui pour le Tour des Émirats Arabes Unis sur 100% cyclisme. Deuxième course par étape pour le Tour de la saison après le Tour Down Under remporté par Jonathan Narvaez. Cette fois-ci, on est aux Émirats Arabes Unis. C'est l'UAE Tour, la course dans le désert comme on l'appelle. Une course elle est assez récente, mais elle a quand même un beau palmarès, des beaux vainqueurs. Elle a été créée en 2019. Et depuis, les vainqueurs, tenez-vous bien, Primoz Roglic, Adam Yates, Tadej Pogacar et de nouveau Tadej Pogacar en 2022, Remco Evenepoel il y a 2 ans, et puis une petite surprise l'an passé avec la victoire du Belge Lennert van Etvelt, qui sera de nouveau au départ cette année. Donc voilà, des beaux vainqueurs, autrement dit une course de haut standing. Cette année, le favori, je vais pas vous mentir, c'est la course de reprise pour la star, la méga star, la gigastar Tadej Pogacar. Et le fait qu'il soit venu a peut-être dissuadé nombre d'autres grands cyclistes de venir parce que la concurrence est assez faible. Pour Pogacar sur ce tour, on ne voit pas bien qui va pouvoir l'empêcher de s'imposer sur les 2 étapes reines, les 2 étapes de montagne. On a donc le tenant du titre quand même, Lennert van Etvelt, qui va vouloir se battre pour la Lotto. On a Pello Bilbao pour la Bahrain Victorious, qui a terminé 2 fois 3e de ce tour. On a encore peut-être Esteban Chavez pour Education First, mais a priori le plus grand adversaire ce sera Carlos Rodriguez pour Ineos Grenadier, l'ancien 3e du Tour de France, qui sera son adversaire probablement le plus dangereux. On a aussi quand même d'autres coureurs comme Giulio Ciccone qui sur des montées sèches comme ça est souvent bon. On a Finn Fischer-Black pour la Red Bull Bora Hansgrohe également. On a aussi Oscar Onley pour la Picnic Post-NL qui sur des arrivées au sommet peut se montrer, mais ça sera compliqué pour tous ces coureurs, d'autant plus que Tadej Pogacar est accompagné de Jay Vine notamment pour l'aider dans ses montées finale. Donc Pogacar sera le grand favori, mais ce ne sera pas le seul intérêt, c'est surtout la rentrée aussi et les premiers affrontements entre le Gotha du sprint mondial, parce qu'ils sont quasiment tous là. Et sur ce Tour de Under, on a 3 et peut-être 4 étapes qui se termineront assurément au sprint. 3 c'est sûr. Une, on ne sait pas trop, c'est aujourd'hui. C'est la première étape, un profil un petit peu différent qui pourrait nous réserver des surprises. On a 2 arrivées au sommet pour les favoris du général, et puis on a aussi un chrono individuel qui sera demain lors de la 2e étape. Donc les sprinteurs, là ils sont nombreux. Ils sont tous là, quasiment. Jasper Philipsen pour l'Alpecin de Koenig. On a Phil Bauhaus pour la Bahrain Victorious. Jonathan Milan pour la Lidl Trek. On a aussi Sam Welsford pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui avait remporté plusieurs succès sur le Tour Down Under. On a Tim Merlier pour la Soudal Quick-Step, on a Dylan Groenewegen pour la team Jayco Alula, on a Fabio Jakobsen pour la team Picnic Post-NL et on a Olaf Koy pour la Visma Lease Bike. Autrement dit, on a quasiment tous les meilleurs sprinteurs mondiaux qui sont là. Il en manque pas beaucoup. Je réfléchis même, est-ce qu'il en manque un? Je ne suis pas sûr. On n'a pas Binyam Girmay, par exemple, le dernier maillot vert du Tour de France, mais à part ça, ils sont à peu près tous là, et donc ça promet des beaux sprints engagés. Ça promet aussi des étapes compliquées pour les échapper, pour s'imposer. Mais s'il y a une chance, c'est peut-être bien aujourd'hui, parce que le final n'est pas tout à fait plat, à l'inverse des étapes 4, 5, 6, qui elles seront quasiment toutes plates et seront assurément... à moins d'une énorme surprise, mais voilà, devrait se terminer au sprint. Aujourd'hui, ça a fini par des petites étapes, par des petites montées, des petites collines, des petites dunes, plus exactement, puisqu'on sera dans le désert. Et donc, il n'est pas sûr du tout que le peloton arrive en entier à l'arrivée. C'est un final d'ailleurs en léger montée, en léger faux plat, et même assez important, autour de 5-6% sur les derniers kilomètres. Donc, peut-être que ça n'ira pas au sprint, et peut-être aussi que les favoris vont vouloir... faire des différences, peut-être surtout les adversaires de Pogacar qui vont essayer de le surprendre sur ce final, même si on sait qu'il lui aussi, comme il aime attaquer, c'est peut-être lui qui va essayer de les surprendre dans ce final. Du coup, s'il faut dire un favori aujourd'hui, on va quand même penser sur un sprinter, mais un sprinter qui sait grimper, et du coup je pense à Jasper Philipsen, évidemment. Jasper Philipsen, ancien maillot vert du Tour de France, il est capable quand même de monter les bosses plus qu'un Groenewegen ou qu'un Jakobsen. Donc ça peut être une étape pour lui, mais il aura forcément des concurrents. Tout dépendra aussi du déroulement de la course. Est-ce que ça ira très vite? Est-ce qu'on va tenter de lâcher
justement ces sprinteurs pour arriver en groupe restreint? Est-ce que les favoris vont tenter de s'écharper ou est-ce que ça sera simplement les équipes de sprinteurs à la poursuite de l'échappée matinale? On va savoir ça tout de suite dans cette première étape de l'UAE Tour 2025. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et allez, c'est parti, le kilomètre zéro de cette étape et du Tour UAE en intégralité au milieu du sable. Là, du sable, je pense qu'on va en bouffer pas mal au cours de cette UAE Tour. Course récente, mais voilà, le but, c'est l'internationalisation un petit peu du cyclisme. C'est pour ça ça a commencé en Australie avec le Tour de Under, et puis maintenant voilà, on a le Tour des Émirats Arabes Unis, on a le Tour du Guangxi également en fin de saison comme course World Tour qui se déroule en dehors de la traditionnelle Europe. Alors que ça, il y a des premières attaques. Alors c'est quoi cette équipe? C'est une équipe qui n'est pas World Tour. Il y a quelques équipes World Tour, pas World Tour, qui sont sur ce tour. On a notamment la Team Solution Tech Vini Fantini et la VF Group Bardiani CSF Faisane, deux équipes italiennes qui ont été invitées, tout comme la Tudor Pro Cycling Team de Marc Hirschi et de Julien Alaphilippe, mais sans Marc Hirschi et sans Julien Alaphilippe. Ce sera Michael Storer, le leader de la Tudor. Et là, c'est les coureurs des deux équipes italiennes qui sont partis. Ils sont deux de la même équipe et un troisième là, qui vient les rejoindre d'une équipe différente. On va voir un petit peu qui sont ces coureurs. Je crois qu'il y a deux coureurs de la Solution Tech Vini Fantini et un autre de la VF Bardiani. Alors ces coureurs on a Carlos Samudio pour la Solution Tech Vini Fantini. Et en fait, on a deux coureurs de la Bardiani et un seul de la Vini Fantini. C'est donc Carlos Samudio pour la Vini Fantini, coureur du Panama. Donc voilà, pas le pays le plus connu en termes de cyclistes, mais voilà, intéressant. Carlos Samudio. Et puis deux Italiens du côté de la Bardiani. Il s'agit de Federico Biagini et Manuele Tarozzi. Alors là, on est clairement sur de l'inconnu, sur des coureurs qui, ils ont raison. Ils ont raison d'aller à l'avant parce que c'est une course World Tour. C'est probablement leur seule course World Tour de la saison pour ces coureurs. Donc, faut en profiter, faut aller à l'avant, faut se montrer. Et c'est ce qu'ont fait Tarozzi, Biagini et Samudio qui sont partis et ils sont bien partis. Le peloton les a laissés partir. Personne d'autre a essayé de se joindre à eux basiquement ou de poursuivre. Ils ont déjà 1 minute d'avance. On est c'est une étape de 138 km aujourd'hui. On en a déjà fait 4. Le rythme est tranquille dans le peloton et les 3 coureurs de tête sont partis. Et a priori, on a déjà notre petite course classique avec 3 hommes devant. Un peloton qui va les laisser partir, qui va gérer avant petit à petit de les rattraper. Il ne va pas se passer grand-chose a priori jusqu'au sprint intermédiaire. Il y a 2 sprints intermédiaires aujourd'hui avec des secondes bonus à prendre, 3, 2 et 1 seconde de bonus à récupérer. Il y a également des bonus à l'arrivée, 10, 6 et 4 pour les 3 premiers. C'est du grand classique. Et du grand classique aussi. 3 hommes échappés, 2 Italiens et un Panaméen et un peloton qui les a laissés partir avec plaisir même. Ils ont laissé partir ces trois coureurs méconnus. 90 km de l'arrivée et on approche là à grands pas du premier sprint intermédiaire. On va voir si les échappés, qui sont toujours 3 en tête, vont essayer de se disputer ces petits points au classement par point, au classement du meilleur sprinter et surtout ces secondes bonus. Ou est-ce qu'ils vont ne pas s'en soucier, à mon avis, comme c'est des coureurs qui sont pas l'habitude d'être à l'avant, ils vont vouloir se faire plaisir, ils vont le disputer ce sprint. Ça serait logique de leur part pour Samudio, pour Tarozzi et Biagini de se livrer bataille. Alors là, je ne peux pas vous dire lequel est le favori de ce sprint intermédiaire. C'est parti, c'est Tarozzi
Manuel Tarozzi qui lance de loin là, parce que je ne sais pas où est la ligne. A priori, c'est pas le meilleur sprinter s'il lance de loin pour prendre les 3 secondes bonus et les 8 points promis au vainqueur Samudio. Et dans sa roue, Biagini en 3e position, il n'a pas réussi à faire la différence. Tarozzi, et du coup, ça s'est ralenti. On est à 400 mètres. Il a attaqué vraiment de loin en fait. Il a tenté de surprendre. Ça n'a pas fonctionné. Ils le veulent ces 3 petites secondes, l'honneur de passer tout simplement en tête dans ce sprint intermédiaire d'une course World Tour. Ça ne sera pas tous les jours dans leur carrière. Donc voilà, ils vont se livrer une belle bataille. Pour l'instant, c'est toujours Tarozzi. Alors peut-être que du coup, Tarozzi travaille pour son coéquipier Biagini. Et Tarozzi là, qui est en tête, qui en remet une. Samudio est parfaitement calé dans sa roue, le Panaméen. Tarozzi qui redonne, mais non, il n'arrive pas à faire de différence. Ouais, Tarozzi, là, il se sacrifie clairement. Il lance et voilà, Biagini qui déborde d'un côté, à droite. Samudio qui déborde à gauche. Et ça sera pour le Panaméen. Ça sera Samudio qui est clairement plus fort. Il n'est pas encore basé. Si, c'est bon. Ça sera Samudio qui bat les 2 Italiens de la Bardiani. Le Panaméen qui devance Federico Biagini et Manuele Tarozzi. Les 3 secondes pour Samudio. Le Panaméen. Les 3 hommes de tête, donc à 90 km de l'arrivée, ont 1,55 d'avance. 1,55 d'avance, c'est monté jusqu'à 3 minutes. Là, c'est un petit peu rebaissé, mais bon, voilà, ça va toujours à un rythme tranquille. On a le temps de voir. On a vu les chameaux dans le désert, on a vu le tropique du Cancer, qu'on a traversé. Les caméramans nous montrent tous les hôtels, tous les oasis de ce pays. Et pendant ce temps, les cyclistes, les 3 cyclistes de tête, eux, ne regardent pas le paysage, ils donnent tout, tandis que le peloton gère tranquillement. Le sprint pour Samudio, tiens, on va en parler de Carlos Samudio. Qui est Carlos Samudio ? Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des Panaméens sur une course World Tour. Il a 27 ans déjà, Samudio, donc c'est pas un jeune, mais il n'est professionnel que depuis 2023. Auparavant, il avait fait des courses jeunes. Il avait même été champion national du contre-la-montre en 2019, quand il avait encore 20-21 ans. Il court donc cette saison pour la Team Solution Tech Vini Fantini. Il y était déjà l'an passé, mais ça s'appelait la Coratec à l'époque. Il compte, il n'a aucune victoire. Aucune victoire en carrière pour Samudio. Ses meilleurs résultats, c'est tous sur les championnats nationaux panaméens. Il a été 5 fois 3e de la course en ligne. Il a été 3 fois 5e, pardon. 3 fois 5e de la course en ligne en 2017-2018 quand il était jeune, et en 2022, il a été également 3e du contre-la-montre en 2018 de la course élite. Mais voilà, sur les courses hors Panama, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Son meilleur résultat, ça va être au classement général une 10e place. Voilà, un top 10 sur le Tour de Kyushu au Japon l'an passé. C'est son meilleur résultat à Carlos Samudio, qui forcément là sur le Tour UAE se régale. C'est sa première course World Tour de sa carrière. Donc forcément, il a envie de se montrer, de se faire plaisir. J'ai vérifié, c'est bel et bien la première fois qu'il participe à une course World Tour dans sa carrière. Et pour sa toute première course World Tour, il est devant et il prend les 3 secondes du premier sprint intersénière. C'est une belle journée. On va voir si ces 3 hommes vont réussir à résister au peloton jusqu'au second sprint intermédiaire qui est pas tout de suite. Il est dans longtemps. Il est dans 70 km. Il y a donc à bosser avant d'y arriver jusqu'à ce sprint qui sera, lui, situé à 25-26 km de l'arrivée. Donc, pas sûr qu'il ne soit pas repris d'ici là, d'autant plus qu'on aura commencé, pour l'instant, la route est toute plate, mais on aura commencé à faire les premières dunes, grimper les premières dunes, les premières collines. Donc, on verra s'ils seront toujours en tête à ce moment-là. Pour l'instant, ils ont 2 minutes 28 d'avance à 86 km de l'arrivée. J'ai changé d'avis. Je vois un petit peu, là on est à 50 km de l'arrivée. Les échappés sont toujours 3 devant, c'est toujours les 3 mêmes, ils n'ont plus qu'une 18 d'avance, mais surtout on est passé un petit peu sur les routes parce qu'on fait un circuit final, là on passe un petit peu par où ira l'arrivée. En fait ça monte un petit peu quand même, ça monte plus que ce que je pensais, ça monte vraiment à travers les dunes, c'est incroyable, c'est au milieu du désert, il y a une toute petite route, une espèce de piste cyclable,
Elle fait peut-être, 4 mètres de large. Tout le peloton est resserré dessus. Et au milieu de ces dunes, il y a cette route. On ne sait pas d'où elle va ni d'où elle part. Elle est au milieu d'un désert impressionnant. Et donc, ça grimpe. Ça grimpe un peu et je ne suis pas sûr que ça finira en sprint massif. J'avais dit Jasper Philipsen et donc comme favori. Mais en effet, je suis en train de changer d'avis en regardant un petit peu en découvrant ce dénivelé qui aura lieu jusqu'à la fin. Il y a des petites montées, puis des petites descentes, puis des petites montées. Voilà, on monte des dunes, on descend une dune et on remonte une dune derrière, au milieu du sable. Alors, il ne fait pas extrêmement chaud, il fait 29 degrés, le ciel est couvert, donc ça va encore un petit peu point de vue chaleur. Par contre, donc, en effet, ça grimpe un peu et je ne suis pas sûr que les Philipsen et compagnie arriveront et Olaf Koy et autres arriveront à suivre le rythme du peloton en entier si ça s'accélère. Donc je vais changer de favori et je vais dire Lennart Van Etvelt comme favori. Alors c'est le tenant du titre, certes. On pourrait dire c'est facile, mais on l'a vu faire des sprints. On l'a vu faire des sprints sur la Vuelta notamment l'an passé. En fait, c'est un très bon grimpeur, un très bon puncher et aussi un bon sprinter. Donc c'est une étape qui lui correspond parfaitement. Et en plus, il est le tenant du titre, donc il va vouloir se montrer, ne pas être dans l'ombre de Pogačar dès le début. Il va donc certainement faire le sprint et je décide que je change d'avis parce que j'ai le droit, je m'en fous, c'est mon émission. Et je dis que c'est Lennart Van Etvelt le favori. Alors, on va du coup revenir un petit peu sur sa carrière. À notre ami belge de 23 ans, il a fait toute sa carrière chez la Lotto Soudal, puis Lotto Destiny. Cette année, c'est facile, ça s'appelle juste la Lotto. Ça, on aime bien d'habitude. Les noms sont de plus en plus longs. Là, la Lotto, ils font de plus en plus court. Aujourd'hui, c'est juste la Lotto. Il compte 6 victoires quand même. 6 victoires dans sa carrière, dont tout de même 2 classements généraux de course World Tour. Le UAE Tour l'an passé, mais l'an passé, il a également gagné le Tour du Guangxi en Chine, la dernière course de la saison. Donc 2 courses World Tour par étape à son palmarès. Je rappelle que la dernière victoire d'un Français sur une course World Tour remonte à 2008 avec Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné. Donc c'est UAE Tour, c'est Tour du Guangxi, jamais un Français ne l'a remporté. Donc c'est pas rien. Il a remporté d'ailleurs une étape à chaque fois lors de ses victoires. Une étape sur le Tour, sur l'UAE Tour, une étape sur le Tour du Guangxi. Ça fait donc 4 victoires et à laquelle s'ajoute une victoire sur une classique, la classique espagnole de la Trofeo Serra Tramuntana. C'était l'an passé également. Il compte également une victoire sur le Sibiu Cycling Tour, une course en Roumanie, une victoire d'étape. Il s'est aussi notamment montré quand même l'an passé en terminant 2e d'une étape de la Vuelta, en terminant 3e de la Classica San Sebastián. Donc c'est quand même pas rien du tout le palmarès de Lennart Van Etvelt, qui compte 2 grands tours à son actif. Il a fait 2 fois la Vuelta en 2023-2024, terminé 32e en 2023 avec un podium. Il n'a pas fini en 2024, mais il avait fait donc une 2e place. C'est donc, il a que 23 ans, c'est donc un bel espoir du cyclisme belge, un profil de puncher, sprinter, grimpeur, un profil vraiment complet. Et donc une étape comme aujourd'hui qui allie un petit peu tout, c'est parfait pour lui. Et donc on verra à la fin. Mais je mets finalement ma petite pièce sur Lennart Van Etvelt. C'est la Team Emirates qui fait la course. A priori, on veut durcir la course, on veut éviter qu'il y ait trop de sprinteurs à l'arrivée. On veut éliminer du monde. Ils ont un sprinter Emirates. En plus de Pogačar, ils ont le Colombien Juan Sebastián Molano. Donc ça, plus J-Vine, ils se voient, ils veulent aller chercher la victoire d'étape. Peut-être pour Pogačar, peut-être pour Molano, peut-être pour Vine. Ils ont plein de cartes à jouer. Ce sont eux qui sont en tête du peloton là, dans ces espèces de montagnes russes. Ça monte, ça descend. C'est même Pogačar lui-même qui est en tête. C'est Pogačar qui est en tête du peloton et qui imprime un rythme d'enfer. Il est en danseuse là, dans cette montée. Alors c'est des montées toujours très courtes, mais pour puncher, et là, il fait un rythme terrible. Et l'écart qui diminue, les 3 hommes de tête n'ont plus que 53 secondes d'avance. Et voilà, des premiers sprinteurs lâchés, et notamment Olaf Koy. Et des victimes, c'est normal, c'est Pogačar qui m'aide. On a Olaf Koy qui vient de se faire distancé. Il a Julian Vermote qui l'accompagne. Je pense qu'il ne s'est pas fait lâcher. Il va juste l'amener à bon port. Olaf Koy, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il aura d'autres occasions sur des étapes au final beaucoup plus plats qu'aujourd'hui.
Et là, Emirates qui continue son travail devant. Alors l'écart qu'ils font, c'est passé à 50, 40, on est à 30 secondes, 28 secondes. Je pense que les 3 hommes de tête vont se faire reprendre avant le sprint intermédiaire. Et du coup, ça pourrait être intéressant. Il est fort probable que Pogačar, lui aussi, s'amuse à faire le sprint intermédiaire pour aller chercher les 3 petites secondes. En tout cas, là, c'est voilà. Maintenant, ça redescend. Donc, le peloton va un petit peu se regrouper. Il n'y a pas eu d'énormes cassures. On a vu donc Olaf Koy lâcher. C'est le seul que j'ai vu lâcher. Le peloton est en file indienne. Ça va à 80 km/h là. C'est en descente. On a Bruno Armirail, tiens, voilà, qui est le coureur qui ferme la marche pour la Décathlon. C'est une immense file indienne. Et ça descend. Et hop, on voit là dans le voyant que ça remonte juste derrière. Et c'est Pogačar toujours. Là, voilà, ça remonte. Et c'est Pogačar qui reprend la tête. C'était un de ses équipiers dans la descente. C'est Pogačar qui reprend. Et là, il en remet une. Là. C'est presque une attaque. Hein. Il y a une petite cassure. Il faut revenir. Allez, il y a un coureur de la Lidl-Trek qui lui passe devant, peut-être pour lui dire de se calmer. Il aura des étapes de montagne pour lui. Mais non, il est insatiable, évidemment. Et il n'y a plus que 20 secondes pour les échapper. On n'est pas encore au sprint intermédiaire, à mon avis. Ils vont se faire reprendre avant. Sous cette impulsion assez improbable de Pogačar et de ses coéquipiers. Pour l'instant, il y a eu seulement Olaf Koy comme victime collatérale. Le peloton est encore conséquent, groupé. Et ça se calme. Tiens, d'ailleurs, ça se calme. Ça y est, là, on n'est plus en file indienne. On a 5 coureurs qui font une ligne devant. Et voilà, ça s'est calmé. Il a juste voulu se dégourdir les jambes, je pense, Pogačar. En tout cas, ça a fait très mal aux échappés qui n'ont plus que 11 secondes d'avance. Ils se retournent, ils voient le peloton juste derrière eux. Et ils n'y arriveront pas. Hein. Nos amis, on va quand même redire leur nom. Le Panaméen Carlos Samudio de la team Solution Tech Vini Fantini et les Italiens Federico Biagini et Manuele Talozzi de la VF Group Bardiani CSF Falzene. Voilà, là, je parlais des noms au cours de la loto. Là, on est sur du nom long pour ces équipes italiennes. À mon avis, ils n'iront pas. Ils ne sont pas encore repris. Ils ont encore quoi 200 mètres d'avance, mais ça va être très compliqué de tenir jusqu'au sprint intermédiaire qui, du coup, va être intéressant. On va probablement voir les favoris du général plutôt que ou peut-être les sprinteurs se battent parce que voilà, le maillot du classement par points est aussi un enjeu au cours de ces sprints intermédiaires. Donc voilà, ça va être intéressant à voir, à moins que les 3 hommes de tête ne résistent encore un peu, sachant que le peloton s'est recalmé après ces petites folies de Tadej Pogačar et de la team Emirates XRG. Ils n'ont pas été repris encore. Hein. Ils n'ont pas été repris. Le peloton a ralenti suite aux attaques, aux accélérations plutôt de Pogačar. Et là, du coup, on est à 5 km du sprint intermédiaire et il y a un coureur, il y a une attaque dans l'échappée. Un des 2 coureurs de la Bardiani qui est parti. Est-ce que c'est Tarozzi ou est-ce que c'est Biagini ? J'ai pas vu. En tout cas, Samudio, lui, il est obligé de rouler derrière parce qu'il va pas se faire aider. Il s'est fait... ils étaient deux contre lui et du coup le Panaméen là sur l'attaque il n'a pas pu réagir tout de suite. Il y va à son rythme, c'est sur ces passages toujours un peu qui grimpent. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un grand écart. Par contre ils ont repris leur différence sur le peloton, ils sont à 5 km du sprint. Je pense qu'ils vont au final y arriver avant le peloton. Ils avaient plus que 10 secondes d'avance à un moment et là l'écart a remonté, le peloton s'est calmé. C'est Tarozzi qui a réussi à échapper à la vigilance de Samudio et qui est donc désormais seul en tête. L'écart qui a augmenté de manière considérable avec le peloton. Il n'y avait que 10 secondes suite aux accélérations de Pogačar. Il y a maintenant 2 minutes 20, alors qu'on a fait 10 km. Et voilà, l'écart a remonté. On est à 27 km de l'arrivée. Bon, c'est une belle avance. Tarozzi va en tout cas donner tout ce qu'il a pour tenter d'aller jusqu'au bout. Ça va être compliqué, mais voilà, c'est étonnant. Hein. Il y a eu 10 secondes et maintenant 2 minutes 20. Tarozzi qui avait terminé dernier du premier sprint intermédiaire et qui là va passer en tête. On est à 800 mètres. Derrière, il a Samudio qui roule avec Biagini dans sa roue, bien sûr, qui ne donne pas de coup de pédale puisqu'il a son partenaire seul en tête devant. C'est tout bon pour la Bardiani et bien sûr, là, le Panaméen, il s'est... Seul contre 2, ça reste un sport d'équipe, souvent le vélo, et là il a rien pu faire face à l'attaque de Tarozzi. Et désormais il est derrière, il roule et il a un autre Bardiani avec Biagini dans sa roue, alors que voilà, on va passer le sprint intermédiaire. Et vu qu'il roule, il risque même de se faire doubler par Biagini sur le sprint et de ne prendre qu'une seule seconde.
Et du coup, ça ferait 4 secondes partout. Hein. On va voir si ça se passe comme ça. Mais vu qu'il est passé en tête, Tarozzi était passé en dernier. Voilà, Tarozzi qui passe donc seul en tête en premier. On va voir si Samudio va réussir à passer en seconde position ou va se faire avoir par Biagini. C'est parti, c'est Biagini qui lance de derrière lui. Et il a fait trop d'efforts, Samudio. A priori, il va se faire avoir. Il reprend la roue de Biagini. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Non. Dans l'écart qui grandit. Et les 2 premiers coureurs de la Bardiani qui passent en tête. Et Samudio, là, qui termine 3e. Et donc, bah voilà. 4 secondes pour chacun de ces 3 coureurs. Au moins, c'est fair, c'est juste pour ces 3-là. Ils se sont partagés toutes les secondes et les points. Il leur reste 25 km avant l'arrivée. Et l'écart a donc remonté à 2 minutes 16 pour l'homme de tête Tarozzi. Samudio et Biagini sont à une dizaine de secondes derrière lui. 16 km de l'arrivée et les 2 poursuivants, Samudio et Biagini, viennent d'être repris par le peloton. Tarozzi est toujours seul en tête. Il n'y a plus qu'une minute et 6 secondes d'avance. L'affaire qui se complique évidemment. Le peloton qui est mené par les équipes de sprinteurs, par la Lidl Trek, par l'Alpecin de Koenig et par la Soudal Quick-Step. Les coéquipiers de Jonathan Milan, de Tim Merlier, de Jasper Philipsen qui roule et qui croient donc en les chances d'un sprint un petit peu classique, massif, malgré les pourcentages un petit peu élevés sur le final. Tarozzi, seul face au peloton, ça va être évidemment trop dur vu qu'il reste encore 15 km et qu'il n'a plus qu'une minute d'avance et surtout qu'il a 120 km d'échappée dans les jambes. Il n'a pas réussi. Hein. Tarozzi, il est repris à 11 km de l'arrivée. Il reste un dernier enjeu pour Tarozzi et pour Samudio parce qu'ils sont égalité avec 11 points pris au classement des sprints intermédiaires. Et sachant que le vainqueur de l'étape n'aura que 10 points, eh bien, celui qui terminera mieux classé de l'étape portera le maillot noir de meilleur sprinter demain. Et donc, l'objectif maintenant pour Samudio et Tarozzi, c'est de finir devant l'autre au classement de l'étape. Tout simplement, celui qui terminera mieux classé que l'autre, même si l'un est 88e et l'autre 90e, c'est celui le mieux classé qui montera sur le podium ce soir et qui aura le maillot de meilleur sprinter demain. Il y a donc de l'enjeu. Il a 10 km pour se refaire et pour tenter de faire mieux que le Panaméen pour monter sur le podium ce soir. On est à 8 km de l'arrivée, la Team Emirates, la Lotto Soudal. Non, justement, c'est juste la Lotto désormais de Lennart Van Etvelt, mon favori, qui roule également devant. On est sur une longue ligne droite cette fois-ci. On n'est plus sur une petite route au milieu des downs. Oh là, une chute. Oh, un Emirates. C'est pas Pogacar, hein, je vous rassure. Il n'a pas le maillot de champion du monde. C'est Molano. Ah bah c'est le sprinter. C'est le sprinter de l'équipe, Juan Sebastian Molano. Il est assis au pied d'un lampadaire et il s'est dû prendre le trottoir là sur le côté. On n'a pas vu le crash, on a juste vu la fin. Il est tombé tout seul. Hein. Il n'y a pas d'autres personnes avec lui. Il y a un coureur un peu plus loin qui semble l'attendre, mais voilà. C'est la première chute de ce UAE Tour et il a l'air d'avoir mal, Molano. Allez, on revoit la chute. Il y a le train là de l'Emirates. On a 1, 2, 3, 4, 5 coureurs. Il est en train de... Oh là là. Il est vraiment tombé tout seul en prenant son bidon. Et il était juste dans la roue de Pogacar. Un peu plus, il entraînait Pogacar avec lui dans sa chute. Il a dû toucher une roue en prenant son bidon et ça l'a déséquilibré. Il a ensuite pris le trottoir qui était surélevé sur le côté de la route et il est tombé dans les espèces de gravier là. Il est toujours assis, ça va, il est conscient, mais ouais, c'était une sale chute. Et il n'y aura pas donc de Molano pour sprinter pour la Team Emirates. Heureusement, il n'a pas emmené Pogacar dans sa roue, ni personne d'autre d'ailleurs, puisqu'il est tombé bien sur le côté de la route. Allez, l'heure de vérité. On est à moins de 3 km de l'arrivée. Et le peloton est finalement toujours groupé. Hein. Ça grimpe pourtant. Il y a des pourcentages à plus de 8%. Mais c'est une route beaucoup plus large que ce que je pensais au final. C'est une très grande route et donc du coup, plus dur de faire des différences, des attaques. Le peloton est bien étalé sur toute la longueur. Les équipes se partagent un petit peu le lead en tête. Là, en ce moment, c'est la Jaeko Alu là, qui fait le boulot en tête. Ça va très très vite, mais il n'y a pas de lâcher, il n'y a pas de cassure. Le peloton est plutôt groupé. On est à 2,4 km, donc à moins d'une vraie grosse belle attaque là, sur ce long faux plat montant. Ça devrait peut-être finir en sprint. On a
la Jumbo-Visma qui semble rouler alors que je pense pas qu'Olaf Kooi soit rentré. Peut-être, remarque, vu que le rythme s'est vraiment ralenti suite aux attaques de Pogačar. 2 km de l'arrivée, la Lidl Trek, également aux avant-postes. Et il passe un énorme rond-point là, il doit en faire tout le tour. On est à 1 km 400, ouais, non, ça va être un sprint massif là au final. Ça montait sévèrement, mais ils arrivaient tellement pleine vitesse qu'ils ont tellement de puissance qu'ils ont réussi à tous passer. On a la Tudor désormais aux premières places. Tiens, c'est qui le sprinter de la Tudor? On a Arvid De Klein. Arvid De Klein, ouais, pour la Tudor, qui est un bon sprinter. Et c'est eux là qui sont en tête, la Tudor, voilà, équipe de seconde division, mais qui s'est rivalisée avec les grosses écuries. On vient de passer la flamme rouge. C'est toujours 2 coureurs de Tudor. Il y a un Picnic Postenel en 3e position pour travailler pour Jacobsen. C'est une énorme route au final. Allez, on s'écarte. C'est facile de s'écarter là pour ceux qui mènent. Au moins, il y a de la place, même si ça ralentit un petit peu sur la fin. C'est toujours un coureur de la Tudor devant avec un Picnic. On a 3 coureurs là de la Pessine de Koenig de Philipsen qui sont bien placés. Ouh là, il y a des Picnic Postenel qui se sont gênés entre eux. Et puis il y a Pogačar qui est là en 3e position au final. Et oui, comme ça monte, il va peut-être tenter de faire le sprint aussi. Tadej Pogačar, c'est incroyable, mais quel coureur. C'est finalement la Pessine de Koenig là qui lead, qui a le meilleur lead. On a un coureur de la Bardiani, tiens, qui tente un coup. Non, c'est inattendu. Et puis voilà, Pogačar qui lance. Pogačar qui prend la tête. Il a un coureur de la Lidl Trek dans sa roue. C'est Pogačar qui mène pour l'instant. Est-ce qu'il va remporter cette étape au sprint? Ça remonte sur le côté. Là, on a un coureur de la Astana, Aaron Gate, qui est aussi bien parti. On a Jonathan Milan également qui est là. Pogačar s'est fait distancer. Il est parti trop loin. Ça ne sera pas pour Pogačar. C'est finalement les grosses cuisses, les gros sprinteurs. Entre Milan et Philipsen, ça se joue. On a un coureur derrière pour la Bora, sûrement Sam Welsford qui tente également de dépasser. Oh, ça fait des zigzags de fou. Ça fait des zigzags de fou tellement ça montait. Mais c'est Milan. C'est Jonathan Milan qui s'impose. Ah, comme les sprinteurs et ça parti de si loin. Ils n'avaient plus du tout de force à la fin. Et du coup, ils avaient plus aucun contrôle. Ils ont fait des vagues. Et derrière, ça arrive un petit peu au compte-gouttes. Il y aura des cassures quand même. Mais c'est Jonathan Milan pour la Lidl Trek qui s'impose devant Jasper Philipsen. Et il me semble devant Sam Welsford, en tout cas devant un coureur de la Bora, moins que ce soit Van Poppel, qui est aussi un bon sprinter en montant. L'Italien Jonathan Milan, très fort sur le Giro chaque année et qui se montre là sur le l'UAE Tour avec un sprint auquel a participé l'incroyable Tadej Pogačar. C'est lui qui a lancé de loin et qui a forcé les sprinteurs un petit peu à le suivre. Et du coup, ils avaient plus de jus à la fin. Ils allaient à droite, à gauche. C'était un peu dangereux. Heureusement, personne n'est tombé. Et c'est la victoire pour Jonathan Milan de la Lidl Trek. Allez, on revoit ce sprint au ralenti. C'est bien Pogačar qui lance le premier avec Milan dans sa roue. Et Aaron Gate qui remonte sur le centre de la route et qui double tout le monde assez facilement. Ouais, Pogačar, il se rassit. Il a Philipsen dans sa roue. En fait, c'est Van Poppel pour la Bora qui tente de passer à droite, ça passe pas. Il tente de passer à gauche, ça passe pas non plus. Il doit faire un gros écart. Philipsen, attention, Philipsen, en fait, il se retourne au bout de l'effort et il coupe un peu la route à Van Poppel qui est pas content. Milan, lui, est resté tout droit. Mais c'était vraiment un sprint en montée, hein. Dur pour les jambes. Pas très académique le style où là, ça bougeait de partout, la tête, droite-gauche. Mais c'est bien Milan qui s'impose devant Philipsen et Danny Van Poppel. Bon, alors il faut un peu remettre de l'ordre dans tout ça parce qu'il y a eu des changements. D'abord, il y a eu la disqualification au final de Jasper Philipsen. C'est vrai que sur les derniers mètres, en fait, il se retourne pour voir qui est à sa droite. Alors, c'est pas Danny Van Poppel, je me suis encore trompé, c'est Finn Fisher-Black, le leader de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui fait du coup une bonne affaire au classement général. Finn Fisher-Black qui tente de passer sur sa droite. Il passe pas, il va sur la gauche et du coup Philipsen se retourne pour voir qui était sur sa droite, il voit personne et du coup il se décale en faisant ça parce qu'il a plus du tout aucune maîtrise et il coupe la route à Finn Fisher-Black qui tentait de passer sur sa gauche. Ça lui a pas permis de gagner une place, hein. Je pense pas que Finn Fisher-Black aurait fini deuxième sinon, mais c'était dangereux et du coup il était disqualifié. À la fin du groupe de tête, Philipsen il est disqualifié de la seconde à la 52e place.
Ce qui profite à Finn Fischer-Black, qui du coup termine bel et bien second derrière Jonathan Milan. Et puis c'est le Danois Tobias Lund Andresen de la team Picnic PostNL qui termine en 3e position sur le podium. Il devance tout de même Lennert Van Edvelt, mon favori, qui vient prendre la 4e place. Il devance Oscar Only, 5e. Puis 2 coureurs de l'équipe Astana, Aaron Gates et Harold Terrada. Lionel Tamigno pour la Lotto termine 8e. Phil Bauhaus pour la Bahrain Victorious 9e. Et puis 10e, notre ami Tadej Pogačar qui vient compléter ce top 10. Voilà, un peloton donc de 52 coureurs qui est arrivé. Et puis derrière, des petites secondes de perdu. Alors, est-ce qu'on a des favoris au classement général qui sont perdus du temps ? Je ne pense pas. Je vais regarder. On a quand même Hugh Carty qui a perdu 46 secondes. On a Christopher Froome, bon, qui n'est plus ce qu'il était, mais qui termine à 1 minute 17. Ide Schelling pour Astana aurait pu avoir des ambitions. Au général, lui aussi perd 1 minute 23. Et voilà, c'est à peu près tout. Le dernier de l'étape aujourd'hui, eh bien, c'est Olaf Koy. Voilà, et lui qui a été lâché, le seul à être lâché suite aux accélérations de Pogačar. Il termine en compagnie de Julien Vermote, qu'il a attendu à 14 minutes et 12 secondes. Molano a fini l'étape finalement à 7,43, mais il termine donc devant Vermote et Couille. Et puis, il y a un coureur qui n'a pas fini, c'est Chris Harper de la Jayco Alula. Alors, j'ai pas vu pourquoi. Est-ce qu'il est tombé malade ? Est-ce qu'il a chuté ? En tout cas, Chris Harper est parti, mais n'a pas fini l'étape. Dans les autres classements intermédiaires, eh ben, ouais, évidemment, en classement général, c'est Milan qui est en tête avec 4 secondes d'avance sur Finn Fischer-Black, 6 sur Tobias Lund Andresen et 10 secondes sur le reste du peloton. Au classement par points, c'est également Jonathan Milan en tête parce qu'il n'y a pas 10 points comme je le pensais, mais 20 points pour le vainqueur. Donc Milan devance Finn Fischer-Black et Tobias Lund Andresen. Les échappés Tarozzi, Samudio et Biagini sont 4, 5 et 6e de ce classement. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est Jonathan Milan qui est également en tête devant Finn Fischer-Black et Tobias Lund Andresen et Lennert Van Edvelt et Oscar Only. Les 5 coureurs qui ont terminé aux 5 premières places font tous moins de 25 ans et sont donc tous également dans ce classement annexe du meilleur jeune. Voilà pour aujourd'hui, pour cette première étape qui s'est finalement jouée au sprint, même si c'était indécis, même si 5 grappés, c'est finalement un sprint massif remporté par Jonathan Milan. Il y en aura d'autres sur ce Tour UAE, mais pas demain, puisque demain c'est un chrono individuel qui devrait permettre aux favoris au classement général, et notamment à Tadej Pogačar, de se montrer. On a hâte de voir ce premier chrono de la saison. À demain, salut à tous, salut à toutes.